Visite en studio, mon cher Joe, cet après-midi. Oui, on est bien content que pas mal chaque fois qu'il passe par la capitale nationale, il vient faire un tour, répondre à nos questions. Le chef de l'opposition, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui est dans le studio avec nous. Monsieur Poilievre, bonjour. Bonjour, merci. Bon début d'année. Bon début d'année. On va commencer ça sur, comme l'année politique, on va commencer sur les chapeaux de roue parce que ce qui défraie la manchette au Québec, au Canada, puis j'imagine à bien des endroits dans le monde, c'est le discours du premier ministre Carney au Forum économique de Davos où il semble y avoir une espèce de rupture avec la stratégie des mamours là, avec Donald Trump, puis de le complimenter, puis de dire qu'il est donc un bon président. Un discours qui a fait énormément parler. On va écouter juste un extrait du discours donc Donald Trump qui parle d'affronter la réalité, si on veut, du fait que les États-Unis veulent juste, je vais le dire comme ça, piler d'en face des autres pays. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. Donc, Mark Carney qui est assez ferme et appelle l'ensemble des pays à s'unir. Pour ceux qui sont moins familiers avec l'anglais, il dit l'intégration là, à l'extrême, ça fait en sorte qu'il y a des pays qui sont devenus des puissances hégémoniques comme les États-Unis. Et en ce moment, tout ce qu'ils veulent, c'est de nous mettre en position de faiblesse et qu'on soit en concurrence pour être les plus accommodants, donc qu'on devrait s'unir. Comment vous réagissez à cette nouvelle politique, si on veut, de Mark Carney? C'est quoi? C'est comme une nouvelle doctrine, un changement de discours un peu? Ou... Tout d'abord, je ne dirais pas que c'est nouveau. C'est ce qu'on tout le monde dit depuis la COVID, qu'on doit être plus autosuffisante. On ne peut pas dépendre des autres pays, comme la Chine, les États-Unis. Et il remarque aussi l'écart entre la rhétorique et la réalité. Et je pense qu'il faut souligner cet écart ici au Canada. Qu'est-ce qu'on a fait en réalité, des gestes concrets pour devenir plus autosuffisants depuis la COVID, depuis les menaces de tarifs de Donald Trump? Pas grand-chose, en effet. Notre économie reste aussi dépendante des autres pays qu'auparavant. Il faut agir rapidement pour enlever les obstacles à notre propre autosuffisance. Il faut contrôler ce qu'on peut contrôler, c'est chez nous. Par exemple, il faut éliminer les lois qui empêchent la construction des mines. Ça prend 19 ans d'avoir une mine approuvée au Canada, 14 ans pour une pipeline. Des projets comme GNL Québec bloqués qui auraient pu nous donner, enlever la dépendance sur les Américains. Donc, je suis d'accord qu'il faut éliminer l'écart entre la rhétorique et la réalité et le faire ici. Moi, je l'encourage de prendre des vraies actions ici au Canada afin de libérer nos forces économiques et briser notre dépendance face aux Américains. Sauf que là, ce qui se passe, vous parlez de briser notre dépendance face aux Américains, mais là, on dirait qu'il tourne le dos un peu aux Américains. Parce que là, il était en Chine la semaine dernière. Là, aujourd'hui, il se tourne vers l'Europe. On sent ce matin qu'il tournait le dos à Donald Trump ce matin. Est-ce que ça ne remet pas un peu en question aussi à risque, par exemple, l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique qui doit être signé ou en tout cas renégocié en fait cette année? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dedans de tourner le dos comme ça aux États-Unis, M. Poilievre? En partie, c'était une décision prise par M. Trump, malheureusement, avec ses tarifs non provoqués. Mais M. Carney a promis d'avoir une entente avec les Américains avant le 21 juillet 2025, qu'il allait négocier une victoire. Des gens peuvent dire, mais c'est pas réaliste de pouvoir négocier avec Trump, mais c'est lui qui a promis ça. C'était pas une de ses promesses, c'était sa promesse principale. Et depuis ce temps-là, les tarifs américains ont doublé et triplé sur le bois d'œuvre. Donc, encore un écart entre la réalité et la rhétorique.
moi, je crois qu'on ne peut pas perdre le temps. Il faut adopter une loi sur la souveraineté canadienne qui va éliminer les taxes sur les gains en capital pour ceux qui réinvestissent au Canada, qui va garantir des approbations des grands projets dans 1 an, pas dans 20 ans, qui va éliminer les lois anti-développement que le gouvernement Trudeau, le gouvernement libéral a mis en place pour rapidement permettre de transformer notre économie avec de l'investissement privé. Et l'ACEUM là-dedans? Parce qu'il faut le renégocier. L'ACEUM, l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, dans tout ça, dans tout ce que vous dites, est-ce que c'est important aussi encore? Est-ce que c'est encore important, cet accord-là? Oui, mais on espère, mais on ne peut pas dépendre les autres pays parce que, évidemment, le président Trump change d'idée souvent et on ne peut pas bâtir une économie en dépendant seulement des Américains. C'est ce qu'on dit depuis longtemps. Mais ce n'est pas les paroles des réunions, des grands discours qui vont changer la direction des milliards et des centaines de milliards de dollars d'échanges. Ça va être l'infrastructure. On a déjà des accords de libre-échange avec plus d'1 milliard de personnes à travers le monde, avec l'Europe, avec l'Asie. Donc, maintenant, c'est quoi le problème? Pourquoi on ne vend pas nos produits? On n'a pas les pipelines des ports, des usines de liquéfaction de gaz naturel. Il faut les approuver, donner les feux verts pour que les investisseurs puissent les bâtir rapidement et débloquer notre dépendance. Mais je suis d'accord avec vous qu'on doit se donner les moyens, là, exploiter plus rapidement, efficacement, être capable de déplacer nos ressources, etc. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas suffisant pour tenir tête à un voisin qui veut juste intégrer notre économie, qui ne demande pas à chercher un scénario win-win. Là. Il veut juste nous écraser. En ce sens-là, je me dis, le message envoyé par Mark Carney de dire au pays, on doit arrêter de chacun essayer de sauver la face et travailler ensemble, surtout dans les perspectives là, où Donald Trump, ce qui se passe au Groenland et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, avec l'Europe, avec d'autres pays, le Canada doit arrêter de faire le beau devant Donald Trump et se tenir debout? On doit travailler avec les autres pays, c'est sûr. Surtout les autres démocraties. Le Corée du Sud, le Japon, nos amis européens, le Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, excuse-moi. On doit travailler avec tous ceux afin de diversifier notre économie. En même temps que nous devenons plus autosuffisants. La seule façon de travailler avec eux, c'est d'envoyer nos produits de ressources naturelles et pour les acheminer là-bas, il faut que le gouvernement se tasse du chemin pour qu'on puisse avoir des grands projets, y compris des pipelines, pour avoir accès aux autres marchés. Vous n'avez pas nommé la Chine parce que vous avez nommé les démocraties. Oui. Seriez-vous allé en Chine la semaine dernière et est-ce qu'il faut, par exemple, enlever les tarifs sur les véhicules chinois? Toutes sortes d'enjeux là-dedans, là. Économique, sécurité, espionnage, etc. Est-ce que vous avez omis volontairement la Chine ou est-ce que, d'après vous, il faut faire des affaires avec la Chine? Il ne faut pas remplacer une dépendance sur une puissance avec une autre puissance qui peut... M. Carney vient de parler de comment des pays utilisent l'intégration économique comme une puissance économique contre leurs partenaires. La Chine est très, très bien connue pour ça. Donc, par exemple, il y a des technologies de surveillance qui sont trouvées dans ces voitures-là. Voilà. Et je ne veux pas arriver à un moment où il y a 3 ou 4 millions de voitures contrôlées par les Chinois sur nos terrains. C'est comme les téléphones Huawei un peu, là. C'est un peu le même principe, là. Et on a banni Huawei de notre système. On a forcé nos entreprises de télécommunications de payer des millions de dollars pour enlever leur technologie de Huawei pour une raison. Donc, moi, je crois qu'on devrait éviter une surdépendance sur une seule puissance. Mais en même temps, votre combat de tous les combats, c'est le coût de la vie pour les Canadiens, les Canadiennes, l'abordabilité. Les voitures chinoises électriques, c'est des voitures de moins de 35 000 Il y a bien des gens qui vont voir ça comme une opportunité. Puis ça amènerait peut-être aussi les constructeurs à être moins gourmands aussi, là. Nous verrons si ça se réalise après tout ou si c'est simplement une promesse. La solution au coût de la vie, c'est la même solution pour devenir plus autosuffisante. Il faut plus d'offres
de nourriture, de logement, de voitures, d'autres, un dollar plus fort. Et comment est-ce qu'on fait ça? On enlève les barrières gouvernementales qui rendent ça très, très cher de produire n'importe quoi ici au Canada. On vient de recevoir les données pour l'épicerie. Et hier, on a vu que l'épicerie augmente 2 fois plus rapidement ici au Canada qu'aux États-Unis. Presque 6 %. Oui. Oui. Les gens monsieur et madame tout le monde parlent du fait qu'ils ne peuvent même pas se nourrir. On a 2,2 millions de personnes qui doivent aller aux banques alimentaires. L'essence baisse, par contre. On a vu ça hier. Oui, mais en même temps, les gens doivent se nourrir. Oui, prioritairement. Et c'est ridicule. Et c'est en partie du fait relié au fait que notre dollar est très faible, que nous imprimons beaucoup d'argent pour financer le déficit le plus grand dans l'histoire de notre pays à l'extérieur de COVID. Et les taxes cachées dans tout ce qu'on achète, il faut enlever ces coûts-là pour que la vie redevienne abordable. Le Groenland, est-ce que vous pensez qu'on devrait envoyer des militaires canadiens, encore là un peu en appui aux pays européens, si jamais les États-Unis se font plus menaçants? Est-ce qu'on doit poser ce geste-là, quitte à se mettre Donald Trump encore plus à dos? Mais pour sauver la démocratie, sauver peut-être même l'OTAN, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez premier ministre avec ça? Nous appuyons l'OTAN et les articles qui nous obligent de protéger les autres membres. Donc, je pense qu'on doit être en solidarité avec les autres pays pour protéger le territoire souverain d'un membre de l'OTAN. Je ne veux pas faire de la spéculation de ce que le président va finalement faire comparativement à ce qu'il dit. Parce que le gros de la facture, c'est les Américains qui les paient aussi, là, pour la sécurité, l'OTAN, tout ça. C'est un peu délicat, ça aussi, je trouve. Là. Et je pense que tout le monde est d'accord pour être vrai que les autres pays, y compris le Canada, doivent faire plus pour sécuriser l'Arctique. Et nous devons investir dans des sous-marins, des avions de surveillance, des avions de chasse. Moi, j'ai proposé 3 bases militaires dans le Grand Nord, Inuvik, Iqaluit et Churchill. Maintenant, nous n'avons 0. Donc, nous devons surtout reprendre le contrôle de nos terres, de nos eaux et de notre territoire en faisant notre juste part. Avez-vous l'impression que l'équilibre mondial est vraiment fragilisé en ce moment quand on regarde le discours des États-Unis? Tu sais, de voir un président américain qui lui-même partage une photo faite par intelligence artificielle où on voit le Canada, bref, toute l'Amérique avec le drapeau des États-Unis, que lui-même partage ça, les menaces envers l'Union européenne, envers le Canada, de dire, si vous vous opposez à ce qu'on se saisisse du Groenland, je vais vous imposer encore plus de tarifs. On a vraiment l'impression qu'on est en train de tourner la page sur une époque, l'époque de l'après-guerre froide, où vraiment la dynamique géopolitique mondiale va complètement changer. Oui, absolument. Le président américain bouleverse le système international et nous devrions adapter au fait qu'on doit être plus autosuffisant. Nous devrions prendre le contrôle, mais être maître chez nous. Comme Jean Lesage? Oui, comme il a dit. Il a dit ça par rapport au Québec, mais c'est maintenant vrai pour tous les Canadiens. On doit être capable de fournir nos propres ressources, de payer nos propres factures, d'avoir les essentiels produits ici au Canada et d'avoir un militaire qui est capable de défendre le Canada sans dépendre des Américains. Je veux qu'on parle de sécurité, tant qu'à être là-dedans, un peu, et d'immigration, un peu, M. Poilievre. Ce matin, il y a un individu qui comparaissait au Palais de justice de Québec. C'est un individu qui devait retourner chez lui au Mexique il y a 2 ans. Depuis 2 ans, il est illégal. Il a été accusé de meurtre au 1er degré ce matin. Il y a d'autres cas aussi dans l'actualité. Il y a beaucoup d'immigrants illégaux qui traînent très, très longtemps ici au Canada. Un ICE canadien, avez-vous déjà songé à ça? L'équivalent de ça, une police de l'immigration assez sévère. Je pense pas qu'on ait besoin de ça. Je pense qu'on a besoin de réformer le système. Le problème, c'est pas que les gens ont disparu, on ne peut pas les trouver. C'est même quand on les trouve. Ils partent pas, on ne les force pas de quitter le pays. Surtout, les gens qui arrivent illégalement, ils devraient avoir leur cas revu immédiatement et expulsés dans le cas probable qu'ils ne sont pas des vrais réfugiés.
on devrait aussi obliger que chaque personne qui est ici plus de 30 jours, qui n'a pas déclaré, qui ne s'est pas déclaré comme étant réfugié, ne devrait pas avoir le droit de le faire. Parce que maintenant, on a des millions d'étudiants qui sont ici, qui s'attendaient à rester ici, parce que les libéraux ont ouvert la frontière hors de contrôle, et certains disent « Oh, j'ai découvert que je suis un réfugié 2 ans après mon arrivée au Canada. » Vraiment? Vous ne saviez pas que vous étiez un réfugié en arrivant comme étudiant il y a 2 ans? Non, on devrait dire si vous n'aviez pas fait cette déclaration au début, vous n'êtes pas réfugié et on ne peut pas payer la facture de garder des gens ici pour 4-5 ans lorsqu'ils font des appels financés par le contribuable. Ils devraient être expulsés dans ce cas-là. Votre réaction dépend de François Legault, le premier ministre du Québec, qui a annoncé donc qu'il était pour quitter à la suite de la course à la chefferie. Ça a été quoi, de façon générale, votre relation avec lui? Il y a une fois, si c'est pas 2 fois, inviter les gens à voter contre le Parti libéral du Canada, contre Justin Trudeau. Comment vous jugez son action, son travail? Mais je souhaite à M. Legault une belle retraite. Il a bien travaillé fort, qu'on est d'accord ou non avec lui. J'ai eu une bonne relation avec lui. On a toujours eu la franchise de se parler. Moi, seul conseil que j'offre à toutes les provinces, quand elles élisent les premiers ministres, il faut élire les gens qui vont rendre la vie abordable. Parce qu'à travers le Canada, ça coûte trop cher, le logement, la nourriture, même l'essence. Donc, j'espère que quiconque les Québécois choisissent va se concentrer sur l'abordabilité, moins de taxes, moins d'impôts, moins de déficit inflationniste. Et c'est ce que je souhaite pour toutes les provinces canadiennes. Dernière question, M. Poilievre. Oui. Vous débarquez à Québec, faire quelques entrevues, rencontrer des militants. On a comme l'impression que vous préparez le terrain pour le vote de confiance le week-end du 29 à Calgary. Oui. Il y avait de la grogne, il y a eu des transfuges de votre côté. Là, on en entend moins parler. Est-ce que vous êtes confiant pour ce vote-là? Assez confiant. Je vais me concentrer sur les mêmes enjeux que j'ai toujours poussés, l'abordabilité, la sécurité, être plus dur sur la criminalité, libérer notre économie pour être plus autosuffisante. Donc, Pierre Poilievre ne change pas ses priorités. Je suis qui je suis. Et j'espère que les conservateurs, les militants vont voter pour continuer cette approche. On a eu un nombre de records de votes qui ont voté pour notre plan d'abordabilité et de l'espoir pour nos jeunes. Donc, on espère ajouter davantage encore. Avez-vous fixé le plancher? C'est Je toujours veux la pas parler question de- délicate. Les gens parlent normalement d'un 80 %. C'est pas mal ça. La seule raison pour laquelle j'en parle pas, c'est juste que ça distrait du substance. Ouais. On verra le résultat. Mais le substance, c'est plus de pouvoir d'achat, plus d'abordabilité, plus de sécurité. C'est ça notre approche et j'espère que les conservateurs vont voter pour ça. Est-ce que c'est une bonne chose que les supporters de Doug Ford soient occupés en Ontario pendant ce temps-là? C'est-tu positif pour vous, ça? Le voyez-vous comme ça un peu? Je ne contrôle pas les congrès provinciaux, mais en même temps, tout le monde est invité. Il veut votre d'être job, élu. lui, là, je pense, Doug Ford. Il aimerait savoir votre job. On verra, c'est les conservateurs qui vont décider. Mais en même temps, la lune de miel avec Mark Carney est pas mal terminée depuis l'entente avec la Chine. Là. Fait que, Exactement. Donc, je pense qu'il fait face à la réalité que M. Carney ne livre pas la marchandise. Merci, M. Poilievre. Merci de l'invitation. Merci Bonne année. beaucoup. Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes.